Madame, Monsieur, bonjour. 20 millions de Burkinabés et bientôt 30 millions d'ici 2030. Une croissance démographique en forte expansion. Pour ne pas plomber l'essor socio-économique, l'approche dividende est préconisée pour la maîtrise des naissances. Il en sera question dans quelques instants avec l'invité de cette mi-journée, M. Larba Issa Kobiagda, directeur général de l'économie et de la planification. Avec lui, nous parlerons aussi de la journée mondiale de la population. C'est du tout neuf dans l'arène politique. Le professeur Augustin Loada et ses camarades font leur entrée avec le mouvement patriotique pour le salut. Ces concepteurs prônent la social-démocratie et comptent se lancer à la course à la présidentielle 2020. Découvertes et détails dans une fraction de seconde. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. C'est en politique que nous ouvrons cette édition. Le mouvement patriotique pour le salut, c'est le nouvel entrant dans l'échiquier politique burkinabé. Il est porté par le professeur Augustin Loada et ses camarades. La ville de Tenkodogo a été choisie hier matin pour la présentation officielle du parti. Le MPS affiche son ambition de se présenter à la présidentielle de 2020. Dès à présent, l'on note parmi ses militants l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida. Nous voyons cela avec Zoubaviel David Dabiré. Bâtir ensemble un Burkina meilleur, c'est sous cet idéal politique que le professeur Augustin Loada et ses camarades lancent ici à Tenkodogo le MPS, le mouvement patriotique pour le salut. Parti proche des idéaux de la social-démocratie, le MPS dit rester ouvert aux idéologies et courants politiques à même d'impulser les changements sociaux. La création du MPS, elle, se justifie par l'échec des politiques actuelles. La rupture attendue et promise n'a pas eu lieu. Et en lieu et place est amorcé un processus de restauration du système post-colonial rejeté par le peuple burkinabé. La faute politique la plus grave commise contre le peuple et la nation burkinabé, c'est d'avoir été la flamme de l'espérance née de l'insurrection, d'avoir étouffé l'optimisme du peuple burkinabé, d'avoir étouffé sa voix dans l'exercice de sa propre souveraineté, d'avoir développé une conception jouissive du pouvoir d'État. Le MPS veut donc rompre avec ce qu'il qualifie de politique fataliste et replacer le Burkina Faso en orbite dans le concert des nations. Le parti de la Colombe se veut porteur d'espérance pour les Burkinabés. Les grands axes de cette espérance sont développés et confinés dans un manifeste. C'est un nouveau contrat social que le professeur Loada propose. Notre ambition est de devenir la formation politique burkinabé la plus distinguée par son professionnalisme et son efficacité. Avec pour mission, nous l'avons dit et nous le répétons, redonner de l'espoir au peuple burkinabé. Fort de 74 membres, le secrétariat exécutif du MPS compte en son sein quelques acteurs de la transition. Le MPS bénéficierait du soutien de l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida. Il est consulté, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs. Il n'a pas une main au MPS, il est avec le MPS. Le parti promet être de la course à la présidentielle de 2020. Avec qui comme candidat, wait and see, dira le professeur Augustin Loada. Lui est plus vieux et compte 20 bougies à son actif. Le parti de la Renaissance nationale, à l'occasion, fait une halte pour évaluer son parcours en termes de bilan et définir des perspectives. Un impératif au vu des échéances électorales à venir. Le top de départ de la commémoration de ce 20e anniversaire a été donné ce 27 juillet à Ouagadougou. Sur les images de Jean Zongo, le commentaire de Oumou Sissi. Le 5 août 1999, le professeur Laurent Bado créait le Parti de la Renaissance nationale par an. 20 ans à participer à la lutte pour la démocratie et à la création d'une société plus solidaire et plus humaine, selon les militants. 20 ans à insuffler une nouvelle dynamique dans la vie politique nationale. Le parent, ce n'est pas la conquête du pouvoir avec virulence, non. C'est pour conscientiser. C'est comme le grand frère Laurent, quand il fait ses discours, dit non, ce n'est pas seulement pour la conquête du pouvoir. Il faut conscientiser, éveiller les consciences et amener la jeunesse, surtout la jeunesse du Burkina Faso, à des lendemains meilleurs. Ce 20e anniversaire est l'occasion de marquer une halte et de se projeter dans l'avenir. Nous voulons profiter en même temps des 20 ans pour voir quels sont les moyens, ces voies nécessaires que nous pouvons utiliser pour mieux nous préparer afin
de réussir en 2020. En 20 ans, le Para a engrangé des acquis. Plusieurs conseillers municipaux, des députés à l'Assemblée nationale et la 3e place aux élections présidentielles de 2015. Cette commémoration du 20e anniversaire du Para a connu la participation des membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Visite de terrain pour l'Union africaine qui foule le sol de la province du San Matenga. Elle va ainsi à la rencontre de certains des 120 000 déplacés, dont 20 000 dans la ville de Kaya. Un acte qui intervient après la remise d'une somme symbolique aux autorités burkinabées pour la prise en charge de ces personnes. La compassion et la solidarité de l'Union africaine immortalisée par Amadou Ilboudo et Sanoa Christine Koulibaly. Il y a exactement 32 jours, tout basculait pour le vieux Bamogo. Lui qui a vu son fils être abattu froidement et un autre grièvement blessé. Il décide alors de sauver sa peau et celle du reste de la famille pour trouver refuge dans cette école. Autre site, même réalité, avec des vécus aussi tristes et glaçants les uns que les autres. La peur au ventre, ils se demandent de quoi demain sera fait. Leur tristesse est encore plus grande en cette saison pluvieuse où ils devraient être au champ. Ici, on manque de tout. Personne ne peut dormir la nuit. Tu t'entends même un sachet éclater seulement, tu es en train de fuir. Vous voyez, non? Donc on a beaucoup de soucis, on a beaucoup de problèmes à Kaya ici. Donc, aidez-nous avec la sécurité, à manger, à soigner. Bon, les logements aussi, c'est ça. On t'a accueilli aujourd'hui. 3 jours après, on te dit libère la maison. Il y a mes gens qui sont en route pour venir. Tu fais comment? Tu sors? Même si tu vas dormir sous les arbres, tu vas sortir. Compassion, solidarité et encouragement, c'est l'essentiel du message de la délégation de l'Union africaine à ses déplacés. En voyant toutes ces femmes, ces enfants et puis les hommes dans cette détresse, on ne peut que redoubler d'efforts et surtout prendre l'engagement de travailler encore beaucoup plus pour trouver une solution. Et au-delà du Burkina Faso, c'est tout le Sahel qui se retrouve concerné. La transnationalité du conflit, des problèmes qui provoquent les déplacements, au niveau de l'Union africaine, c'est un cadre bien indiqué pour discuter et pour trouver des solutions afin de permettre à ces populations de retourner chez eux. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on peut mieux être à l'aise que chez soi. En attendant, les déplacés continuent d'affluer à Kaya. Kaya qui compte à ce jour environ 20 000 déplacés et 120 000 à l'échelle provinciale. Faisons à présent un focus consacré à la question des populations, notamment la croissance démographique. Savez-vous que nous sommes 20 millions de Burkinabés et que d'ici 2030, l'on pourrait atteindre une augmentation de 10 millions? C'est ce que donnent les chiffres et cette situation inquiète les spécialistes qui craignent qu'elle ne plombe les efforts de développement. Ils préconisent qu'elle soit maîtrisée pour, à contrario, être un atout fort du développement dans la dynamique de la Journée mondiale de la population qui est commémorée chaque 11 juillet. Abdelaziz Yagibou vous propose un focus sur la croissance démographique. Estimée à près de 20 800 000, la population burkinabé croît à un rythme très accéléré qui est de 3,1% l'an. Entre 2006 et 2019, cette population a connu une augmentation de 6 millions d'habitants. La capitale Ouagadougou à elle seule compte cette année plus de 3 millions d'habitants et enregistre un taux de croissance de plus de 7% par an. Cette poussée démographique constitue un défi pour le pays engagé sur le long chemin de son développement. Il faut se donner les moyens de former ces millions de jeunes et les maintenir en bonne santé afin qu'ils ne constituent pas un frein à l'essor socio-économique. Cela est un impératif en ce sens que 41% de la population burkinabé vit de nos jours sous le seuil de pauvreté. Dans les milieux ruraux, ce sont environ 70% des populations qui croupissent dans la pauvreté. Une pauvreté endémique qui semble rimer avec fort taux de natalité, estimé ces dernières années à 46%. Face à ces facteurs démographiques qui limitent le potentiel de productivité et exacerbent les difficultés socio-économiques, économistes et experts en population suggèrent un virage rapide vers le dividende démographique qui passe par la baisse des naissances, par un mécanisme de contrôle adapté et surtout le renforcement du capital humain.
Voilà, le prétexte est tout trouvé pour introduire à notre invité, M. Larbaïssa Kobiagda. Il est directeur général de l'économie et de la planification. Bonjour, M. Kobiagda. Bonjour, Madame Ouattara. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de façon spécifique, pour ce qui concerne le Burkina, les problèmes réels que cause cette croissance démographique accélérée? Ok, je voudrais avant tout propos, au nom des autorités du ministère de l'économie, des finances et du développement, remercier donc la RTB pour cette tribune qui nous a offerte pour parler des questions de population en lien avec le développement. Alors pour ce qui est donc de la préoccupation majeure concernant donc les questions de population, à la date d'aujourd'hui, on estime effectivement à près de 20 millions de Burkinabés et cela peut constituer un handicap. À la fois la population est une opportunité, mais ça peut être également aussi donc une situation difficile si cette population n'est pas suffisamment formée, dotée donc d'un potentiel pouvant contribuer à créer de la richesse, alors on se retrouvera avec un ratio de dépendance très élevé. Ce ratio de dépendance, expliqué plus simplement, c'est beaucoup plus donc d'inactifs pris en charge par peu d'actifs. Donc ça veut dire donc qu'on se retrouve dans une situation où la part de la richesse disponible pour l'ensemble donc la population tendrait alors à diminuer. Donc on pense qu'il faut davantage maîtriser cette croissance et de cela, bien évidemment, ça donnerait plus de possibilités aux autorités publiques de pouvoir engager un certain nombre d'actions pour rendre effectivement la jeunesse suffisamment productive et capable donc de rendre le système productif beaucoup plus efficace et donner un niveau de croissance plus élevé. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer justement cette croissance aussi fulgurante qui a déjoué en tout cas toutes les prévisions? Bon, vous savez, les questions de naissance sont des questions sociologiques. Fondamentalement, on ne peut pas expliquer qu'est-ce qui a accéléré donc rapidement la croissance démographique, mais il faut se rendre compte que sur ces questions, l'enjeu majeur, c'est surtout donc d'expliquer aux populations pour qu'ils comprennent la nécessité de décélérer en matière donc de naissance. Dans la mesure où, lorsque vous prenez au sens microéconomique, une famille composée donc de 3 enfants, comparativement à une famille peut-être composée de 6 enfants, vous constaterez donc que les besoins en termes d'alimentation, de logement, de prise en charge donc des questions de santé et d'éducation sont beaucoup plus accentués pour la famille qui a 6 enfants comparativement à la famille qui a 3 enfants. Et est-ce que la famille qui a 6 enfants, par exemple, et qui a les moyens de s'occuper de ces 6 enfants, comprendrait en tout cas la légitimité de ce que vous appelez besoin de décélérer? Bien évidemment. En fait, nous analysons les indicateurs au niveau macroéconomique. Il est bien vrai que cela ne veut pas dire que toutes les familles devraient avoir forcément, par exemple, 3 enfants, mais de façon générale, il faudrait travailler à ce que cette croissance démographique soit plus lente. Quand vous prenez le cas du Burkina Faso, si vous regardez assez rapidement, nous avons un taux de croissance économique qui tourne en moyenne autour de 5,5%, avec un taux de croissance démographique de l'ordre de 3,1%. Cela veut dire que les nouveaux arrivants, si on les considère un peu dans ce sens, consomment plus de la moitié de la richesse créée. Et ce qui fait qu'il faut attendre suffisamment longtemps pour pouvoir doubler les revenus, donner plus de capacité aux familles, et c'est ça l'enjeu majeur sur lequel il faudrait effectivement donc se pencher. Alors, il est question de décélérer, comme vous dites, pour ne pas avoir en tout cas de problème au niveau donc de développement. Est-ce que c'est possible justement d'avoir un raisonnement et une pratique à contrario qui consisterait en tout cas de faire de cette forte croissance-là plutôt un atout pour le développement plutôt que voilà donc de le voir comme étant un frein au développement? Oui, il y a des possibilités. Cela suppose donc suffisamment d'investissement dans le domaine de l'éducation, suffisamment d'investissement dans le domaine de la santé, mais également que le secteur productif soit capable effectivement de générer suffisamment d'emplois pour les jeunes. Quand vous prenez un peu la situation du Burkina Faso, avec plus donc de 60% de la population qui a moins de 25 ans, s'il n'y a pas suffisamment d'emplois pour ces jeunes-là, ils constituent donc des charges, et plus ils seront des charges, moins on pourrait donc contribuer à créer donc de la richesse additionnelle. L'enjeu, c'est surtout donc dans ce sens, mais aussi au regard des capacités limitées de nos États, à pouvoir prendre en charge donc les préoccupations liées
à l'éducation. Vous verrez un peu plus ou moins que malgré les politiques publiques suffisamment avancées en matière d'éducation, chaque année que Dieu fait, malgré tout ce que l'État met comme politique en œuvre pour construire les écoles, vous verrez toujours donc apparaître par exemple des écoles sous-payotes. Parce que cette croissance démographique est beaucoup plus rapide que les capacités de l'État à produire par exemple ces écoles. Mais mieux également en matière de santé, les besoins sont davantage donc plus élevés. Et ce qui est criard, c'est qu'au fur et à mesure, les questions de terre vont se poser par la suite, les conflits autour donc des ressources partagées, et tout cela nécessite dès à présent que nous puissions prendre donc des mesures. D'accord. Alors, en tant que spécialiste et connaissant les réalités du Burkina, est-ce que vous pensez qu'il est véritablement possible de parvenir en tout cas à cette maîtrise de la croissance démographique? Oui, il est fortement possible de parvenir à cette maîtrise de la croissance démographique. L'enjeu, c'est de pouvoir effectivement communiquer davantage avec les populations pour qu'elles comprennent donc les préoccupations autour des questions de population. Mais également, il est bon, et déjà l'État l'a compris à travers effectivement un certain nombre de mesures comme la gratuité donc de la planification familiale qui permettrait à un certain nombre donc de personnes, notamment les femmes, de pouvoir mieux décider de leur procréation, mais également aussi donc de jouer sur les questions liées aux espacements de naissance, ce qui va contribuer bien sûr à réduire donc le taux de morbidité, mais cumulativement cela va donc décélérer significativement donc le taux de croissance démographique. Ok, nous allons à présent parler de la journée mondiale des populations qui sera commémorée en différé ce 30 juillet au Burkina. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler de cette journée qui n'est pas très connue de nos populations? Ok. Alors, il faut rappeler effectivement que la Journée mondiale de la population est née officiellement en 1989, mais ça, c'est sur la base du constat, le 11 juillet 1987, que la population mondiale avait dépassé le cap donc, de 5 milliards. Et sur cette base-là, le conseil d'administration donc, du programme des Nations Unies pour le développement a souhaité qu'au niveau mondial, on puisse donc faire une halte chaque 11 juillet pour regarder les questions de population et voir les liens avec donc, les aspirations des peuples, c'est-à-dire lutter significativement contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie donc, des populations. D'accord. Alors, pour cette année, le thème qui a été retenu, c'est 25 ans de la conférence internationale sur la population et le développement, regard rétrospectif et perspective. Alors, étant acteur, selon vous, quelles pourraient être les articulations majeures qui vont en tout cas conduire le déroulement de cette conférence? Alors, pour cette année, nous commémorons un peu en différé par rapport donc effectivement à la date indiquée. Du 11 juillet. Voilà, du 11 juillet. Nous allons donc commémorer donc, cette journée mondiale le 30 juillet prochain. Et nécessairement sous la présidence de Monsieur le ministre de l'économie, des finances et du développement. Et cette activité a pour marraine Madame la ministre de la Santé, Madame professeur Lougué. Et cela va être ponctué par un certain nombre d'activités majeures en dehors donc, de ce qui est aspect officiel. Mais il faut rappeler que depuis le début donc, du mois de juillet, il y a un certain nombre d'actions qui sont initiées à plusieurs niveaux, que ce soit en termes donc, d'informations sur les questions liées à la planification, que ce soit également en termes d'accompagnement. Nous avons partagé un certain nombre de résultats sur les questions des dividendes démographiques lors d'un atelier. Nous avons également eu une conférence donc, publique à Tenkodogo, au centre Est, pour parler toujours donc, de ces questions. Et le point de clou, si on peut s'exprimer ainsi, ça sera alors donc, la commémoration le 30 juillet prochain. D'accord. Et ça se fera où? Ça sera donc au Sénat. D'accord, à Ouagadougou. Merci donc Monsieur Labaïssa Kobiagda d'être venu sur notre plateau. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi notre entretien que vous êtes le directeur général de l'économie et de la planification. Et avec vous, nous avons parlé de l'accroissement démographique et de la tenue prochaine de la journée mondiale de la population qui est commémorée en différé le 30 juillet au Burkina. Venons-en donc à cet événement débuté hier et qui va dominer l'actualité tout au long de la semaine qui commence. Il s'agit du 8e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il a été signé pour la première fois en 2008 avec plusieurs accords à son actif. Aujourd'hui, le TAC est revisité dans son histoire avec Frédéric Etienne Bassenga.
C'est en pleine crise ivoirienne, mais sous un ciel des relations ivoiro-burkinabè qui se dégageaient, que les présidents Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo signent le 29 juillet 2008 le traité d'amitié et de coopération, le TAC. Fruit d'une prise de conscience de la nécessité de lier le destin du Burkina et de la Côte d'Ivoire, ce traité chasse la méfiance qu'entretenaient les dirigeants des deux pays. Le TAC, ce sont 27 articles, 4 institutions et 5 domaines de coopération à sa naissance. L'objectif premier à atteindre sur le terrain était la mutualisation des moyens et des ressources. Les deux pays veulent s'accorder des privilèges réciproques pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Sous l'ère Blaise Compaoré Laurent Gbagbo, plusieurs accords sont signés en 2009. La coopération touche presque tous les domaines, notamment la politique et la diplomatie, la sécurité, les infrastructures, l'agriculture, la fluidité du trafic, la culture et le tourisme, avec de grands chantiers comme l'interconnexion électrique, l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya. Et puis en 2010, Alassane remplace Laurent Gbagbo. Il présidera en compagnie de Blaise Compaoré en 2011 à Ouagadougou son premier sommet du TAC, le deuxième. Le TAC prend à nouveau un nouvel élan. Il s'enrichit de recommandations et de projets communs. À Ouagadougou donc, une dizaine de nouveaux accords est signé. Chaque année, alternativement, les deux chefs d'État accueillent le sommet des chefs d'État de ce traité, mais aussi des rencontres ministérielles. Le TAC se renforce à tel point que l'année suivante, au troisième sommet à Yamoussoukro, 19 projets d'accord sont encore signés. Le mariage se poursuit sans embâche jusqu'à l'insurrection populaire en 2014. De gros nuages assombrissent à nouveau le ciel des relations entre les deux pays. Blaise Compaoré trouve refuge à Abidjan. Michel Kafando est choisi pour conduire la transition. En 2015, le putsch manqué vient compliquer davantage des relations tumultueuses. Le TAC vacille, mais ne rompt pas. Conséquence, le sommet des chefs d'État du TAC ne sera pas tenu cette année-là. Il faudra attendre le scrutin présidentiel de 2015 avec l'élection de Roch Marc Christian Kaboré pour voir la situation évoluer. Le 29 juillet 2016, Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara se retrouvent à Yamoussoukro. Les relations reprennent de plus belle. C'est le 5e TAC. 13 accords sont signés. Le point des précédents accords est également fait. Depuis lors, le TAC n'a plus connu d'interruption. Cette année encore, pour le 8e TAC, les deux chefs d'État vont se retrouver à Ouagadougou en compagnie de leur délégation pour célébrer l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et cette actualité du TAC sera développée ce soir dans votre édition de 20h. La problématique du financement professionnel, c'est le sujet de la réflexion du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. C'était au travers de sa 11e Assemblée générale. Elle a permis de réunir les participants pour des travaux et ce 3 jours durant. Nongba Kouda et Oumou Sissé étaient à la clôture du 26 juillet. Clap de fin de la 11e Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Une table ronde sur le financement de la formation professionnelle, un atelier sur la démarche qualité et l'Assemblée générale proprement dite sont les temps forts de cette rencontre de Ouagadougou. Sur la thématique du financement des fonds de formation, et les différents pays ont partagé leur expérience et il a été reconnu que, et comme on l'a dit au départ, que les financements publics deviennent de plus en plus rares, qu'il fallait vraiment repenser d'autres formes de financement innovants. Sur la démarche qualité, et il a été décidé par l'ensemble des participants de voir comment au sein du réseau on peut identifier un process de démarche qualité qui puisse vraiment être mis dans le cadre du réseau par tous les États membres. Enfin, au niveau de l'Assemblée générale ordinaire,
Et les différents rapports ont été adoptés. C'est le rapport financier qui n'a pas été adopté. La principale raison, la commissaire au compte du réseau a été nommée ministre au Sénégal et il a été décidé du report de l'adoption du rapport 2018 à une assemblée générale extraordinaire. La 12e assemblée générale du réseau se tiendra en mars 2020 à Cotonou au Bénin. La Voix des jeunes du Sahel, c'est un projet qui vise l'implication de la jeunesse dans les prises de décision. Les différents responsables d'associations de jeunes du Burkina ont été conviés à une rencontre à Ouagadougou. Débutée le 25 juillet, elle prend fin ce jour 28 et permet un bilan à mi-parcours des projets engagés. Les détails avec Paul David Bambara et Maïmouna Traoré. La nouvelle équipe dirigeante de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque s'engage à travailler dans la continuité et aux côtés du gouvernement pour relever les défis de l'enseignement au Burkina Faso. Au cours de ce congrès, les membres de l'Union ont fait le bilan de la contribution de ces établissements dans la mise en œuvre des politiques éducatives. Il y a beaucoup d'acquis. Tels que le respect du calendrier scolaire, tels que des résultats aux examens nationaux qui sont globalement satisfaisants, des conditions de travail aussi qui sont acceptables, mais il reste des défis, et notamment en ce qui concerne la formation des enseignants. Le nouveau bureau entend faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour le renouvellement de la convention d'éducation entre l'État et l'Union avec pour objectif l'augmentation de la subvention. Je voudrais remercier cette UG qui, malgré ces difficultés, continue de travailler aux côtés du gouvernement pour donc l'atteinte des objectifs de l'ODD 4. Et je voudrais donc féliciter cette structure, féliciter pour le travail qui est réalisé, féliciter pour les différentes alternances à la tête de cette structure qui montrent effectivement la vivacité, le dynamisme et la qualité donc du fonctionnement de la structure et qui rassure aussi le gouvernement quant à la nécessité de continuer à travailler ensemble. Les anciens membres du bureau, les anciens coordonnateurs régionaux et les partenaires de l'Union ont reçu des certificats de reconnaissance pour le service rendu. Nous étions certes avec Maïmouna Traoré, accompagnée cette fois-ci de Nongba Kouda comme binôme. Et avec eux, il était question de la contribution des établissements privés laïques dans la mise en œuvre des politiques nationales d'éducation. Un sujet qui a permis aux fondateurs des 10 établissements, près d'un millier, de se retrouver à la faveur de leur 14e congrès ordinaire. À l'occasion, le bureau exécutif national a été renouvelé pour une durée de 3 ans. Nous restons toujours avec Maïmouna Traoré pour le projet Voix des jeunes du Sahel. C'est un projet, je vous le disais, qui vise l'implication de la jeunesse dans les prises de décision. Et les différents responsables d'associations de jeunes du Burkina ont été conviés à une rencontre à Ouagadougou. Une rencontre qui se déroule du 25 au 28 juillet et qui permettra le bilan à mi-parcours des projets engagés. Le projet La Voix des jeunes du Sahel, dans sa phase 2, met l'accent sur 3 chantiers prioritaires: l'éducation et la formation professionnelle, les opportunités économiques et la participation citoyenne des jeunes. Ici, il sera essentiellement question du 2e chantier, les opportunités économiques. Les jeunes ont simplement demandé à ce que le secteur d'entrepreneuriat des jeunes soit beaucoup plus réglementé à travers une politique publique qui sera un acte décisionnel, bien entendu, que le gouvernement devra prendre parce que ces chantiers ont été ouverts avec le gouvernement dans le dialogue constructif, bien entendu. Et donc cela va certainement se matérialiser à travers l'élaboration et la validation, on espère, d'une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes pour le Burkina Faso. Cette rencontre a pour objectif de faciliter l'inclusion des organisations de jeunesse dans l'exécution des chantiers et de faire le bilan à mi-parcours du projet. Il faut féliciter ces jeunes-là pour la prise de conscience et aussi pour les efforts qu'ils sont en train de faire pour conscientiser donc leurs pairs et faire de telle sorte que le Burkina Faso puisse aller de l'avant. Je pense que nous pouvons être fiers de ces jeunes-là et les accompagner parce que c'est de cette émulation-là dont nous avons besoin pour que nous sachions que le développement de ce pays-là incombe à la jeunesse. La Voix des jeunes du Sahel est mise en œuvre dans les 5 pays du G5 Sahel avec pour but de favoriser l'implication des jeunes
dans le processus de prise de décision politique et socio-économique. Ils se sont aussi réunis, mais pour convier la presse à des échanges. Eux, ce sont les ressortissants togolais vivant au Burkina. Ils disent être surpris du report de la deuxième édition du Forum de la diaspora qui devait se tenir les 26 et 27 juillet. Le forum étant un cadre fédérateur des contributions de la diaspora togolaise en Afrique de l'Ouest en vue de l'amélioration des politiques nationales de développement. Le compte rendu avec Roger Kam et Oumou Sissi. L'information émane des premiers responsables du Haut Conseil de la diaspora togolaise au Burkina Faso. La deuxième édition du forum de cette diaspora prévue se tenir à Ouagadougou les 26 et 27 juillet est reportée à une date ultérieure. Un report dû à un problème d'agenda. Des événements indépendants de notre volonté nous amènent à surseoir provisoirement à l'organisation de notre forum. Il était souhaité que les deux pays soient représentés au forum par des délégations de haut niveau. Leur agenda ne coïncidant et tenant à ce que les officiels des deux pays prennent part, il a été décidé l'annulation afin de donner une chance à la tenue de ces assises les jours prochains. Selon les conférenciers, des délégations de la diaspora togolaise venues des pays de la CEDEAO devaient prendre part à ce forum. Son objectif est de jeter les bases d'une véritable synergie d'action de la diaspora togolaise en Afrique de l'Ouest en vue d'améliorer le niveau de contribution de celle-ci au développement du Togo. Cap sur Dori dans le Sénat, comment s'y présente la campagne agricole. Elle enregistre un retard relativement à la précédente campagne. L'irrégularité des pluies est évoquée pour expliquer la situation. Un tour dans les champs pour le constat avec Séni Kiemtore et Bouré Makane. La campagne agricole dans la province du Sénat est inégalement installée. Si certains sont au stade des semis, d'autres par contre sont au sarclage. Comparativement à l'année passée, la campagne agricole cette année accuse donc un retard. Un retard surtout du point de vue donc des semis. Parce que l'année passée, à pareil moment, on était à plus de 100% des semis. Une situation qui s'explique par l'irrégularité des pluies et l'installation tardive de la saison. Cette année, on a commencé dans les mois de carême. Donc jusqu'à là, on est là pour se débrouiller. Jusqu'à actuellement, on a manque de pili. Et puis voici les aliments aussi sont là, goûter un peu aussi. Donc à faire de la pili, que les aliments ne peuvent pas aller en brousse, c'est ça. En tout cas, l'hivernage est venu ici brusquement et puis les travaux aussi sont beaucoup. Et puis en tout cas, on est là pour voir comment faire. Pour une amélioration de la production, ces agriculteurs demandent plus d'accompagnement, comme l'encadrement et la dotation en intrants. Nous avons commencé il y a longtemps, mais le travail accuse un retard. Les premiers semis remontent depuis mai. Seulement, beaucoup de choses manquent, l'eau, la fumée organique aussi. Une chose que les premiers responsables en charge de l'agriculture du Sahel estiment avoir pris bonne note et soutiennent qu'un appui est fait. Cette année, nous avons reçu environ 30 tonnes de semences améliorées et à distribuer à prix subventionné donc, aux producteurs vulnérables. Et c'est vrai que ça ne peut pas couvrir tous les besoins donc, des producteurs, c'est pour les producteurs vulnérables. Et à ce niveau, je pense que les producteurs ont pu accéder donc, à ces semences, ont été distribuées et aussi de l'engrais aussi. Dans la province du Sénat, si certains préfèrent les semences améliorées, d'autres par contre restent sceptiques. C'est le cas de ce producteur. Les mille là, son problème, on est paix. Parce que si tu as celle que tu as fait, après quand ça donne là, les oiseaux là, il va finir de manger ça. Et puis si c'était que c'est tout le monde qui a fait, là on peut faire en même temps. Ces agriculteurs n'ont qu'un seul souhait pour cette campagne agricole, une bonne répartition de la pluie dans le temps et dans l'espace. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain retour de l'actualité, 20h avec Foussene Kindo. Bonne semaine à tous.